Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole un peu particulier ce matin qui aura des allures de débat puisque vous l'avez compris, c'est Jacques et Daniel Martial-Henry qui vont s'opposer sur une idée, le toilettage institutionnel. Alors vous le savez, ce sont des frères, ils sont jumeaux et des vrais jumeaux, ils se ressemblent, ils ont la même voix donc ça va être un peu compliqué pour nous Samuel. Hein, pour vous peut-être, pas pour moi. Moi je le reconnais très parfaitement. Bien. On va leur dire bonjour. On a avec nous Jacques Martial-Henry. Jacques, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam, Vous bonjour nous, Daniel. Vous nous confirmez, vous connaissez Daniel forcément, hein, plaisanterie à part, vous nous confirmez, vous êtes contre ce toilettage institutionnel? Oui, à l'état actuel de la rédaction, je suis diamétralement opposé. Et on a Daniel Martial-Henry, qui est président du MoDem, ça on le sait également. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous confirmez, vous êtes pour ce toilettage institutionnel? Je suis contre le toilettage institutionnel et je suis pour l'évolution institutionnelle. Maintenant, ça ne s'appelle plus toilettage institutionnel, oui, ça s'appelle évolution institutionnelle. Ce sont deux textes donc vous êtes favorable diamétralement opposés. Ouais. J'ai été contre le toilettage institutionnel de l'exécutif du Conseil général. Ouais. Parce que ça nous a mené droit vers l'autonomie. Ouais. Et là, je suis pour, avec la proposition du sénateur Tani Mohamed Soali, qui s'appelle évolution institutionnelle. La question, messieurs, la première question, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter, ce toilettage institutionnel, au-delà du nombre d'élus? Qu'est-ce que ça va nous apporter, nous, en tant que citoyens? Jacques Martial-Henry. Alors, Patrick, lorsque vous écoutez le président du Conseil général parler, en ce moment, on n'entend pas beaucoup parler là. Il fait état d'une situation financière. Il évoque le fait que la collectivité de Mayotte n'est pas dotée suffisamment pour assumer les deux compétences, c'est-à-dire de région et de département. C'est à ce titre, en tout cas, c'est les raisons essentielles qu'il évoque pour ériger Mayotte en département-région, afin de pouvoir récolter les dotations globales de fonctionnement au même titre que les autres départements et régions d'outre-mer. Qu'est-ce que ça va apporter à Mayotte? La question, elle est là. Quand vous lisez ce texte, qu'en réalité, ce texte n'apporte rien à la population, ce texte caractérise la passivité des élus mahorais qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités pour pouvoir se battre pour le développement du pays. D'accord, donc pour vous, ça apporte strictement rien? Ça n'apporte strictement rien, au contraire, ça nous régresse de 20 ans en arrière. Daniel, pourquoi défendre un texte qui nous fait régresser, pardon? En fait, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que nous avons accédé au statut de département d'outre-mer en exerçant les compétences de département et de région en 2011. Mais avant cela, en 2007, il y a eu ce qu'on appelle la loi DSIOM, dotation spéciale institutionnelle outre-mer. Et dans cette loi DSIOM, Mayotte est passé d'un régime de spécialité législative à un régime d'identité législative. Et donc, ça veut dire que tous les lois et règlements de la métropole s'appliqueraient à Mayotte, sauf dans 6 matières. Par exemple, il y avait le Code du travail qui n'était pas appliqué, qui l'est maintenant. Il y avait le Code des impôts qui n'était pas appliqué, qui l'est maintenant. Et donc, la finance des collectivités n'est toujours pas appliquée à Mayotte dans le cadre de droit commun. Donc, on savait d'ores et déjà qu'on allait entrer dans un système de département avec des évolutions. Aujourd'hui, ce qui nous manque en termes de finances réellement, ce sont ces dotations de type régional. Et en dénommant la collectivité unique de Mayotte, en passant de département à département-région, c'est-à-dire DROM, on donne plus de dynamique à la collectivité. Mais ça a été voté, ça, Daniel, ça a été déjà voté. De façon à favoriser l'introduction des dispositions financières
de type régional. Oui, est-ce qu'il y a besoin de faire un toilettage institutionnel pour quelque chose qui a déjà été voté? Rome, c'est la question qui a été posée. Non, du tout. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il a bien lu ce texte, ou il l'a lu, que Daniel a lu ce texte, ou il l'a lu, mais il ne l'a pas compris, ou il l'a compris, mais il ne veut pas comprendre. La seule partie qui concerne l'accompagnement financier de ce qu'ils appellent département-région, c'est 90 millions d'euros par an que l'État accompagne cette nouvelle collectivité de 90 millions d'euros par an. Alors que moi, j'ai été vice-président du Conseil général, chargé de l'action sociale. Il y a eu une évaluation interne concernant la prise en charge des mineurs isolés et des mineurs en danger. L'évaluation fait état de 180 millions d'euros uniquement. Le double. Dans le domaine de la prise en charge des mineurs. Donc, qui a évalué ce montant de 90 millions d'euros d'accompagnement par an? Deuxièmement, c'est qui se trompe. Jusqu'en 2015, la collectivité départementale ou le département de Mayotte bénéficiait d'une autonomie fiscale. Tous les impôts, que ça soit direct ou indirect, payés par les fonctionnaires locaux ou par les fonctionnaires d'État ou par les agents du secteur privé, étaient versés dans le compte du Conseil général et une partie dans les comptes des communes. Donc ça expliquait le fait que la dotation globale de fonctionnement à Mayotte représentait le 1/4 par rapport à la Réunion. Parce que sur les 400 millions d'euros en recettes au Conseil général, il n'y a que 22 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement. Et que lorsque vous mettez cette dotation sur le régime de droit commun, aujourd'hui que nous avons perdu notre autonomie fiscale, ça veut dire que c'est exactement les 90 millions d'euros en termes de dotation globale de fonctionnement. Et il n'y a pas lieu de changer un statut parce qu'il suffit de saisir le Conseil d'État pour demander la condamnation de l'État afin d'aligner Mayotte, la collectivité. Donc de pas Mayotte, besoin de changer le statut pour ça. Pas besoin de changer de statut pour ça. Et même le statut ne le prévoit nulle part. Il faut de temps en temps pouvoir arrêter un peu Jacques parce que sinon il prendra les 30 minutes. Allez, répondez à la question, Daniel. Ce qu'il faut comprendre, j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux 90 millions qu'il a évoqués, c'est une dotation spécifique qui n'est pas forcément rattachée à un cadre d'évolution statutaire. D'accord ? Parce que le sénateur Tani le justifie lui-même par le fait des charges indues. Mais j'ai bien dit que si on change la dénomination en passant de département à département-région, on inscrit le statut dans un cadre dynamique. C'est ce que j'ai bien dit tout à l'heure. On l'inscrit dans un cadre dynamique de façon à rendre les choses plus faciles afin d'accéder à certaines dispositions qui relèvent des finances, notamment des régions. C'est ça, c'est un cadre institutionnel, mais qui est aussi politique. Mais Daniel, Jacques, est-ce que, selon vous, on sait que Mayotte s'est battue pour ce statut de département, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un référendum pour savoir ce que pense la population, attendez Jacques, que la population puisse trancher sur son statut, ce pourquoi, pardon messieurs, ce pourquoi des gens sont morts? Absolument, ce texte. D'ailleurs, quand vous regardez le texte, il y a l'exposé des motifs. Et à aucun moment, on expose des motifs. Toutes les conjugaisons sont, comment dirais-je, conditionnelles. Comme si c'est un texte soumis au référendum.
Regardez l'exposé des motifs. Vous saurez doter de telles choses, vous saurez doter, Mayotte sera, c'est au conditionnel, comme s'il s'agit d'une feuille de route ou des accords soumis à l'approbation de la population. Donc pour vous, est-ce que oui ou non? Deuxièmement, ce texte viole gravement l'article 72 de la Constitution. Parce que dans l'article 72 de la Constitution, les seules collectivités qui existent dans notre République, ce sont les communes, ce sont les départements, les régions, les statuts spécifiques et les statuts qui sont régis par l'article 74 de la Constitution qu'on appelle les collectivités sui generis. Et lorsque vous changez, vous voulez changer d'une collectivité à une autre, par exemple en Guyane, il y a eu une consultation pour passer à une assemblée unique. Clairement, la population devrait être consultée sur ce texte. Encore un vote, parce que c'est un nouveau statut. Le statut département-région, c'est un statut particulier qui nécessite au préalable la consultation de la population. Daniel, le référendum, c'est quelque chose qui vous fait peur? Alors, non, personnellement, ça ne me fait pas peur. Je suis démocrate. Seulement, ce qu'il faut comprendre, moi, je vais aller dans le fond, mais pas dans la forme. C'est qu'en 1958, quand on a débuté à revendiquer le statut de département, cela avait pour objectif un ancrage indéfectible à la France, qui est la mère patrie. Mais à cette époque, les régions n'étaient pas encore créées. Nous sommes arrivés au statut de département avec la création, je pense dans les années 70, si la mémoire ne m'abuse, des régions. D'accord ? On a trouvé les régions en route. Et deuxièmement, il y a la loi constitutionnelle de 2003 qui a permis à la création de ce qu'on appelle les collectivités uniques, c'est-à-dire des collectivités qui exercent à la fois les compétences de départements et des régions, comme par exemple aujourd'hui en Corse, en Guyane, en Guadeloupe. Et donc, nous sommes arrivés au statut de département avec ces deux législations qui n'étaient pas en vigueur en 1958. Donc, l'esprit qu'il y avait en 1958 ne peut pas être... L'esprit est la même, mais la forme de 1958 et d'aujourd'hui, il y a une divergence. Est-ce que oui ou non, vous êtes favorable à un référendum? Alors, oui ici, je serais favorable à un référendum, bien entendu, mais est-ce que dans le cas présent, cela le justifie vraiment? Parce que ceux qui parlent de référendum veulent faire penser à la population, veulent le faire croire qu'on a changé de statut. Or, c'est une continuité, une consolidation du statut existant. On est un département, on va passer à un département-région, donc on est dans une continuité, dans une consolidation. Même si pour moi, on est déjà département-région. Bon. Voilà. Et donc, justement, l'opportunité de consulter la population se pose. Encore une fois. Attendez, il y a Samuel qui a une question à vous poser, messieurs. J'ai une question, je la prends, je la lance en l'air et je vous la donne à tous les deux, parce que je ne comprends pas. Moi, j'ai voté le 27 mars 2009 pour Mayotte département, mais la question qui m'avait été posée, à laquelle j'ai répondu, c'est voulez-vous devenir département en région d'outre-mer à assemblée unique? Pourquoi refaire une consultation? Que Mayotte soit érigée en département, région d'outre-mer à assemblée unique. Érigée en assemblée unique appelée département, et il y a la compétence d'une région. Pourquoi Sarkozy a posé la question appelée département? Parce que dans l'article 72 de la Constitution, le statut qui s'appelle département-région n'existe pas. Donc, si on veut créer un statut qui s'appelle département-région, c'est un statut spécifique et il faut consulter la population en vertu de l'article 53 de la Constitution. C'est obligatoire. Deuxièmement, quand vous lisez sur le fond, pourquoi j'ai dit que c'est une régression de 20 ans en arrière? On nous renvoie carrément à l'époque de la collectivité territoriale où on exige la présence du préfet lorsque le conseil général ou ce département-région siège en assemblée. Que le préfet soit présent, que le préfet puisse prendre la parole,
que le ministre, Premier ministre peut demander au président du Conseil général que le préfet vienne défendre le projet de l'action de l'État et soumis au débat des élus. Deuxièmement, il a dit lui-même qu'en 2007, même si c'est depuis la loi de 2001, et puis la loi de 2007 sur la collectivité, sur la loi d'addition de 2007, a donné au Conseil général sa vocation régionale. Et quand vous lisez dans ce texte que dans les domaines que la loi a accordé au Conseil général, la coopération régionale, c'est l'économie, c'est la culture, c'est le sport, ce n'est pas la coopération bilatérale, la coopération régionale, l'État demande l'avis du Conseil général. L'État demande l'avis du Conseil général pour mener une action dévolue au Conseil général. Et puis deuxièmement, tout de suite après, on demande au président du Conseil général de signer des accords au nom de l'État avec les pays de la région. C'est contradictoire. Daniel. Oui, j'ai dit qu'il faut savoir arrêter Jacques à un moment. Je voudrais rassurer la population que nous ne sommes pas dans un contexte de changement de statut. Nous sommes dans un contexte de consolidation. Certains parlent de parachèvement. Donc, il ne faut pas inquiéter la population sur ça. Et quand on nous a consultés en 2009, c'est parce qu'on est parti d'un statut qui était régi par l'article 74 de la Constitution à l'article 73. D'accord? Et là, il y avait fondamentalement un changement des statuts et la Constitution préconise de recueillir d'abord l'avis de la population. C'est pour cette raison-là qu'on a été consulté. On ne pouvait pas accéder au statut de département s'il n'y avait pas cette consultation. Aujourd'hui, je comprends le penchant autonomiste de Jacques. Donc, disons... autonomiste. Vous l'entendez comment, autonomiste? Non, l'autonomie, c'est l'antichambre des indépendances. Bien sûr. Tous les territoires d'outre-mer, Madagascar ou les Comores, ont accédé à l'indépendance, alors que ceux qui étaient dans le giron des départements sont toujours restés avec la France. Et aujourd'hui, par exemple, la Polynésie française qui est comme, ou les Nouvelle-Calédonie qui sont encore comme, on voit les VET indépendantistes qu'il y a. Par exemple, depuis 2013, la Polynésie française inscrit par l'Assemblée générale de l'ONU. Mais ils vont me donner la parole. Non, mais tu attends un peu, parce que je ne peux pas accepter qu'une personne d'un penchant autonomiste, d'accord, vienne faire aujourd'hui une leçon de morale. Parce que la proposition de Tani, c'est pour moi renforcer les liens indéfectibles avec la mère patrie, qui est la France. Jacques, Daniel lorsqu'il parle d'autonomie, on est vraiment là-dedans. Des choses, c'est manque d'expérience. Parce que la loi d'addition de 2007 a déjà inscrit Mayotte dans l'article 73 de la Constitution. Et que lorsqu'on a été consulté en 2009, on était déjà dans l'article 73 de la Constitution. Non. Excusez-moi. Non. Il n'y a pas eu en 2009 un passage. Non, ce qui a érigé Mayotte en l'article 73, c'est une loi, c'est la loi organique de 2011. C'est la loi organique de 2011. En 2007, on était toujours dans l'article 74 jusqu'en 2011. Non, vous revoyez vos leçons, mon frère. Mais je vais vous dire aussi. En tout cas, les auditeurs attendent. Lorsqu'on demande, la présence du préfet en assemblée, je l'ai pas vu. Eh bien, je l'ai vu. Eh bien, vous n'avez pas bien lu. Regarde la partie qui concerne relations région, département et État. Mais le préfet vient quand il est invité sous mention express par le président du Conseil général. Que le préfet est présent et lorsqu'on me dit que ça, ce n'est pas changer de statut,
Là, je ne peux pas comprendre. Alors, quand vous attendez, demandez la Constitution... J'aimerais quand même que vous répondiez aux attaques de Daniel. Il parle d'autonomie, antichambre, de l'indépendance. C'est des mots qu'on n'a jamais entendus à Mayotte. Et encore moins, pardon messieurs, pardon les frères, mais dans la famille Martial Henry, la famille Henry, jamais on pouvait imaginer un jour entendre ce mot-là, autonomie, indépendance. Vous savez, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Je suis pour le respect de la dignité des Mahorais. Oui. Je suis pour le respect des Mahorais. Oui. Je suis pour qu'on fasse confiance aux Mahorais, qu'on ne bloque pas les projets des Mahorais, Oui. qu'on laisse les Mahorais développer leur pays. Qui a bloqué le contournement de Mamoudzou? Qui a bloqué tout ce qu'on veut faire ici? Qui n'a pas permis à ce qu'à Mayotte, il n'y ait pas de transport urbain ou de transport interurbain? Ce n'est qu'à partir de 2009 que les Mahorais ont commencé à avoir le pouvoir sur cette île. Depuis 1976 jusqu'en 2009, cette île était dirigée par l'État. Et aujourd'hui, on veut jeter la responsabilité de cet échec sur la population mahoraise. Donc moi, je suis pour la dignité des Mahorais. Lui-même, il est d'accord sur ce point, mais je dirais, il s'est pris dans son propre piège. Parce que lui, il ne connaissait pas le racisme administratif. Maintenant, il connaît ce que c'est le racisme administratif. Il connaît qui bloque le projet des Mahorais pour qu'on puisse aller en avant. Voilà. Donc si ça s'appelle de l'autonomie, je l'accepte volontiers. Par rapport à ce qu'il vient d'évoquer, effectivement, tout le monde cherche la dignité des Mahorais. Mais cette dignité, soit on l'a dans un système renforcé avec l'État, ce qui est mon cas, mais lui, il pense qu'il aura cette dignité dans un système autonomiste, voire indépendantiste. Ce qui n'est pas le cas, parce que moi, je considère qu'au contraire, c'est le renforcement du statut de Mayotte dans la France qui va nous donner cette dignité. L'un est contre l'évolution institutionnelle ou le toilettage institutionnel, l'autre est pour. Messieurs, on va aborder dans cette seconde et dernière partie de ce débat les rapports que l'on va avoir dans la zone, dans notre région, avec Madagascar, avec les Comores, avec la Tanzanie, avec le Mozambique, avec ou sans ce toilettage institutionnel. Qu'est-ce que ça va changer dans les relations que l'on peut avoir, exemple Daniel, avec nos voisins comoriens? Alors, d'abord, pour mieux comprendre le sujet, c'est que la France a entrepris depuis 1992 une démarche d'insérer ces territoires ultramarins dans leur environnement régional. Donc ce n'est pas une spécificité pour Mayotte. Et donc pour vous, ça ne change rien? Je pense que, parce que les Mahorais ont peur souvent de cette coopération, mais en fait, ici, je voudrais que la peur soit dissipée. Mais et sur ce point, Jacques, en sa qualité d'autonomiste, va peut-être être d'accord sur cet aspect de coopération régionale, parce que, justement, dans la colonisation, d'accord, l'objectif de la colonisation était de couper les territoires colonisés d'avoir des relations avec les pays voisins. Tout était focalisé entre les métropoles et la colonie en question. Et justement, ici, redonner un peu de latitude au territoire ultramarin de pouvoir mener des actions de coopération régionale, c'est renforcer leur marge d'action, leur autonomie au sens entre guillemets, renforcer leur autonomie par rapport à leur environnement pour pouvoir exploiter justement des avantages économiques qui sont dans ces zones-là. Jacques, est-ce que le toilettage institutionnel va changer quelque chose dans nos relations avec nos voisins comoriens? Absolument, ce toilettage institutionnel dans le domaine de la coopération régionale nous renvoie dans un système d'assistanat généralisé. Lorsqu'en 2001 et en 2007, on nous a donné la possibilité de coopérer, la coopération régionale, parce qu'il faut distinguer la coopération bilatérale, les États coopèrent dans les missions régaliennes,
leur concernant la justice, la sécurité, la défense et la coopération régionale, le développement économique, la culture et dans les domaines qui concernent les collectivités locales. Or, lorsque vous lisez cette proposition de loi de Tani, dans les domaines concernant la coopération régionale, l'État demandera l'avis du département région. C'est-à-dire qu'on n'exerce plus cette mission de coopération régionale. Qui ne l'exerce pas, je ne comprends pas. C'est-à-dire la collectivité de Mayotte n'a plus vocation à exercer des compétences. Non, laissez-moi finir. Non, ce n'est pas comme ça. Les compétences non, mais ce de n'est région. pas comme ça. Donc moi, personnellement, le débat sur la coopération régionale est faussé. Est faussé parce qu'on vocalise. C'est-à-dire qu'il faut maintenir les compétences de notre département dans ce domaine de région aujourd'hui. Ce débat est faussé parce qu'il est vocalisé uniquement envers les Comores. La coopération régionale, c'est avec toutes les régions qui nous entourent, c'est-à-dire le canal de Mozambique ou la région sud de l'océan Indien. Donc, se pose la question du visa. Le visa, pour moi, est économique. Le visa n'est pas social. Et quel est le lien, Jacques, entre le visa et je m'explique. je m'explique. Patrick, il reste que 10 minutes. Je pense que si vous je m'avez laisse posé la question sur la coopération. Il va écouler tout le Donc la temps. coopération, il faut un visa qui permet aux gens de la région qui veulent faire des affaires, qui veulent investir à Mayotte et qui ont la capacité de créer des emplois, de leur faciliter de venir. Daniel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes un territoire qui est exclu de ce qui se passe dans la zone jusqu'à là. Il y a la commission de l'océan Indien, Mayotte ne fait pas partie, la COMESA, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et tous ces organismes, ces ONG qui sont dans la zone où Mayotte est exclue. Et donc la coopération régionale est un dispositif économique. Depuis 2001, le Conseil général peut intervenir en matière de coopération régionale, sauf que le problème qu'il y a eu, nous sommes plus allés dans le festif et dans le culturalisme. D'accord ? C'était peut-être nécessaire, on peut dire, parce que avant d'instaurer des liens économiques, il faut peut-être instaurer des liens culturels et fraternels. Mais nous sommes allés trop, alors que dans la zone, il y a beaucoup de potentialités en matière économique. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons avoir à proximité et pas forcément aller jusqu'à l'Europe. Aujourd'hui, quand on parle de coopération régionale, les gens pensent tout de suite aux Comores. Ce n'est pas quand on parle de coopération régionale, il faut voir dans la zone de l'océan Indien entière. Bon, en même temps, on nous a fait peur avec ça aussi. On nous a expliqué que la fameuse feuille de route, rappelez-vous tout de même, Jacques, Daniel, cette feuille de route, on nous disait, oui, effectivement, le rapprochement avec les Comores, une grande zone où on peut travailler tous ensemble, etc., ce qui a été un lever de bouclier par les Mahorais. De toute façon, dans cette coopération, les Comores ne sont pas exclus. Les Comores ne sont pas exclus. Et d'ores et déjà, dans le cadre des fonds européens, il y a un dispositif spécifique qui est réservé entre les Comores, Madagascar et Mayotte qui se fait déjà. Sauf qu'il faut renforcer les relations avec nos voisins. Ça, à titre personnel, je le dis ici, je ne suis pas contre une coopération avec les Comores, même si je reste vigilant sur les aspects politiques. Ça, c'est clair. Samuel a une question de fond à vous poser, messieurs. Non, pas franchement, une question de forme surtout, parce que vous avez été taxé d'autonomiste tout à l'heure, mais êtes-vous autonomiste selon le sens de la loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation ou dans le sens de l'indépendantiste? Si je suis autonomiste ou si je suis... La France est un État indépendant. Et Mayotte fait partie de la France. Nous voulons tous l'indépendance de la France. Sa souveraineté, que la France puisse être forte sur le plan international. C'est ça l'indépendance
de la France. En tant que Français, oui, je suis pour l'indépendance de la France. Mais je suis aussi pour l'autonomie de Mayotte, pour la dignité des Mahorais. Et si vouloir plus de compétences, ça veut dire vous voulez quitter la France, là, Alain Juppé veut quitter la France. Mais là, le problème avec, parce que la avec régionalisation, c'est un projet je pense que vous ne maîtrisez pas, les conséquences de notre État. Vous ne maîtrisez pas les conséquences de cette pensée autonomiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a que deux voies. Soit la voie de l'ancrage indéfectible à la France, donc rester sur l'article 73 avec le système de département, ou la voie des indépendances. Les autonomies, les collectivités d'outre-mer. Laissez-moi terminer, s'il te plaît. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Justement, la Polynésie, ces pays qui sont aujourd'hui en autonomie, la Polynésie est inscrite. Là, comme ça, on ne va plus s'entendre là. On va plus s'entendre parce qu'il faut avoir la courtoisie de laisser les autres s'exprimer. Allez, vas-y. Donc, la Polynésie, vous ne le savez pas, depuis 2013, elle est inscrite par l'Assemblée générale de l'ONU comme territoire à décoloniser. Depuis 2013. Qui ne veut pas être décolonisé? Justement, je souhaite que Mayotte soit décolonisé. Notre frère de développement, parce justement, que nous avons toujours l'esprit colonisé. Le problème que vous ne maîtrisez pas encore, c'est que nous sommes un territoire revendiqué et, par les Comores et appuyé par l'ONU. C'est-à-dire notre inscription dans une démarche d'autonomie est une occasion qu'on donne à l'ONU pour donner raison aux Comores. Et justement, vous ne vous étonnerez pas quand nous serons autonomes de voir ici débarquer une armée des Tanzaniens pour pousser les Mahorais à se rattacher aux Comores. C'est ça, parce que le statut de département, si il a été choisi, c'est parce que justement, c'était la seule voie qui permettait cet ancrage à la France. Et le système d'autonomie, on l'a vu depuis 1946, tous les territoires en tout cas, c'est de ma faute, parce que je l'ai assez abandonné. Maintenant que j'exerce plus de mandats, je vais me remettre dans un cadre sérieux. Oui, je suis très sérieux. Mais je vous fantasmez. Justement, je ne sais pas. Bon, ça fait quand j'étais vice-président du Conseil général, j'étais très absent à la maison, donc je ne sais pas quels sont les. Je pense qu'on s'est convenu quand on venait ici d'être concentré à l'essentiel. Si c'est comme ça que tu me considères, il faut rester à l'essentiel. Parce que, imagine, en 1946, il y a des territoires qui ont été érigés en système qui étaient régis par la... C'est-à-dire des territoires d'outre-mer comme Madagascar, les Comores, et j'en passe. Il y a des territoires qui étaient des départements. Les territoires qui étaient inscrits par l'article 74 de la Constitution de 1958, Madagascar, par exemple, est allé vers l'indépendance. Les Comores, ils sont allés vers l'indépendance. Les autres parce qu'on les appelle depuis 2003 des les autres aujourd'hui, justement, il y a un bouleversement qui les pousse même vers l'indépendance. Mais il faut se demander pourquoi il y a ce bouleversement. Ici, c'est qu'il y a le choix de Mayotte de rester français avec un système de département. C'est un choix de stratégie pour justement être ancré dans la France depuis 1841. C'est cette vocation-là qu'ont les Mahorais. Et justement, si on fait le choix d'un autre statut, comme Bamana a dit, que je ne connais qu'un seul statut évolutif, c'est le statut de l'indépendance. Donc, il avait tout à fait raison, parce que si on quitte l'article 73 et qu'on va vers l'article 74, alors là, on se met dans l'antichambre pour justement préparer les indépendances. Mais bon, revenons au sujet de la coopération régionale. Mais c'est directement lié. La coopération, vous disiez effectivement, c'est pas que les Comores. Ce toilettage institutionnel pourrait influer sur la coopération régionale, mais est-ce qu'il va amener véritablement des moyens financiers ou autres
dans le cadre de cette coopération. Ça ne va pas amener de moyens financiers, parce que bon, là, il y a une extrapolation pour ne pas parler du texte, de la proposition de loi, mais ça ne va pas amener de moyens. Au contraire, ça va priver de moyens au conseil, au département aujourd'hui qui a les missions d'une région, parce que cette compétence régionale a été enlevée. Lorsque vous lisez le texte, l'État demande la vie. L'État le demande la vie du Conseil général, demande la vie sur des missions aujourd'hui que le Conseil général... Daniel, tu me laisses parler, tu as déjà beaucoup parlé. Vous voyez? Donc ça, c'est grave. C'est grave. Et que si cela n'est pas un changement de statut, là, je ne peux pas comprendre. Alors, soit la personne qui a écrit ça, ce n'est pas un spécialiste, ce que je le crois profondément. Mais il faut que cette question de transformation du statut de Mayotte soit débattue par la population. Alors, on ne peut pas accepter de modifier quoi que ce soit, si la population n'est pas consultée. Je t'exhorte à aller à l'essentiel, parce que la coopération régionale est un dispositif d'abord économique. Quelle politique économique pour le Conseil général? Pas que économique. La coopération régionale elle se fait aussi au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Mais je pense que l'objectif suprême, c'est l'économie. L'objectif suprême, c'est l'économie. Est-ce qu'elle a le même sens chez nous, dans notre région? Justement, parce que j'ai eu la chance de sillonner les îles de l'océan Indien et certains pays du côté est de l'Afrique. Et il y a des avantages énormes que nous pouvons saisir en matière je prends l'exemple de Mombasa. Je suis allé à Mombasa. C'est un territoire très producteur de bois, le bois rouge que nous voyons ici. À Mombasa, il y a un port où les bateaux peuvent aller à Dubaï et puis directement à Mayotte. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, dans l'artisanat, les ateliers de fabrication de meubles en bois n'allaient pas acheter à moindre coût, par exemple, à Mombasa. Et il y a des avantages comme ça. Ce qu'on peut. Mais ça, il n'y a pas forcément besoin de refaire un toilettage institutionnel pour acheter du bois à Mombasa, me semble-t-il. Non, ici, dans le toilettage institutionnel, c'est que l'État associe le Conseil général dans sa politique dans sa politique de coopération régionale. Quand l'État français va discuter avec un pays limitrophe, ça ne se faisait pas avant, mais maintenant, ils vont recueillir l'avis des élus de Mayotte pour justement voir si les décisions que l'État prendrait seraient en concordance avec la politique régionale de la collectivité. Je pense, comme ils réclament la dignité des Mahorais, on n'est pas plus servi que là. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre parce que ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est dans le cadre de la loi Letchimy qui oblige l'État à demander l'avis des collectivités en termes de coopération régionale économique. Donc c'est la loi, c'est déjà le marbre. Pourquoi on discute de ce sujet? Je ne vois pas le problème. C'est que ici, justement, dans la proposition de loi du sénateur, ça nous dispose, avec la loi Letchimy, ou bien même la loi NOTRe, ça renforce notre capacité de coopération avec les îles voisines. Jusqu'à là, la coopération telle que ça se fait à Mayotte, c'était donné d'abord à la préfecture avec le GTHN ou bien il y avait une commission de coopération régionale, mais le Conseil général inscrivait dans ses lignes un budget pour mener des actions, disons, subsidiaires ou en annexe de ce que faisait l'État. Aujourd'hui, la tendance est renversée. C'est le Conseil général qui va avoir réellement les attributions en matière de coopération régionale et l'État va demander notre avis. C'est ça le respect de notre... C'est écrit où ça? Est-ce que vous avez lu ce texte? Dans le texte. Vous l'avez lu, mon frère. Bon.
vous parlez pour vous. Vous ne parlez pas de ce texte. Je pense que si vous êtes là pour exceller dans votre façon de dénigrer, ça n'engage que vous. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne changerez pas sur ça. Mais si la question a été posée ici sur la coopération régionale, c'est parce que justement, dans ce texte... Oui, là, ce que vous dites, c'est la coopération régionale selon votre fond de pensée. Mais ce n'est pas ce qui est écrit sur cette proposition de loi, par exemple, par rapport qui à la loi prive de 2001, le Conseil général de sa compétence. Par rapport à la loi de 2001, la coopération régionale avait plus une vocation de stabilité régionale. C'est-à-dire faire positionner Mayotte pour contribuer aux actions menées par la France pour entretenir des relations de paix et de voisinage. Mais aujourd'hui, nous allons plus dans une coopération de type économique, surtout avec les dispositions de FEDER. Et ça, c'est le Conseil général qui doit définir sa politique économique en matière régionale et non pas un statut. À moins qu'on se trompe de statut, peut-être c'est la statut. C'est que j'ai dit. Mais là, ce n'est pas statut n'est pas égal statut. Il y a un statut, il y a une statut. Et là, ils sont en train de nous vendre une statut. Le Conseil général inscrivait des actions en matière de coopération régionale, mais il intervenait en second lieu. Parce que c'était l'État, avec, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète pour que vous l'entendiez davantage, parce que avec la loi de 2001, c'était l'État qui avait la prérogative en matière de coopération régionale. Et le Conseil général, je me souviens, il y avait un ambassadeur qui s'appelait Boufando qui était venu ici, qui avait demandé au Conseil général d'ouvrir des lignes budgétaires pour appuyer des actions de coopération régionale. Mais aujourd'hui, la tendance est renversée. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Il est déjà 56, on a déjà explosé le timing. J'espère que vous qui nous regardez, qui nous entendez ou qui nous surfez sur la page Facebook de KTV, vous y voyez plus clair sur l'intérêt ou pas de ce toilettage ou cette évolution institutionnelle. Vous avez le droit d'avoir votre avis, vous avez le droit de commenter. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Merci Daniel, Martial Henry, merci. Nous vous remercions. Jacques, je vous remercie. C'est pas fini. C'est pas fini. Allez, on va au serrage de main en direct. Mais il n'y a pas... voilà. Voilà, tout le monde se serre la main, c'est parfait. En famille, on se fait la bise. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Ok, merci.